Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Smart Tech, votre émission quotidienne sur le monde de l'innovation et du numérique. On parle régulièrement des enjeux de ce monde numérique. Aujourd'hui, on va démarrer avec l'un d'entre eux, celui de la mixité dans le numérique, mais plus précisément même dans l'informatique. J'ai avec moi un ouvrage numérique compté avec les femmes et nous aurons en interview son autrice. Vous verrez, son livre aborde le sujet de manière assez ludique à travers un abécédaire et ça permet de comprendre ce sujet à travers aussi ses expériences et ses rencontres. Ce sera donc dans quelques instants, vous l'avez vu apparaître, allez connecter en visio avec nous. Et ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, le sujet, c'est l'événement annuel du mobile. On va avoir deux spécialistes du secteur en plateau avec qui on va pouvoir s'intéresser à ce qu'il se passe en ce moment d'important dans ce domaine. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée où on s'interroge sur ce que ça change, ce monde de la donnée. Et là, ce sera le dilemme des cookies qui va nous intéresser avec de nouvelles pratiques liées au consentement qui créent aussi une nouvelle économie. Et puis on conclura avec une innovation. Il s'agit cette fois d'un robot qui est prêt pour rouler sur la Lune. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors nous sommes connectés avec Anne-Marie Kermarek qui est l'autrice de Numérique compté avec les femmes, un ouvrage très intéressant sur la place des femmes dans ce monde de l'informatique et des technologies. Très intéressant, pourquoi ? Parce qu'il apporte un regard, je trouve, riche d'expériences et de rencontres. Et puis, il est construit sous forme d'abécédaire, ce qui est une forme, je trouve, assez ludique pour adresser ce sujet. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'être connectée avec nous. Vous avez 25 ans de carrière, une belle carrière en tant que chercheuse et directrice de recherche en informatique. Vous êtes aujourd'hui professeure à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, votre ouvrage est sorti en février dernier. Ma première interrogation, quand j'ai découvert votre livre, c'était finalement vos 25 ans de carrière ont l'air d'être plutôt bien passés. Est-ce que vous avez quand même senti que c'était un frein d'être une femme dans votre environnement ? Et peut-être même, est-ce que ça a été plus compliqué de vous lancer au départ dans cette filière ? Bonjour. Est-ce que ça a été un frein ? Je ne sais pas, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai l'impression que non, au sens où effectivement j'ai eu une carrière qui m'a permis d'aller à l'étranger, d'être enseignante, chercheuse, entrepreneuse, et que j'ai pas eu l'impression d'être très freinée par ça. Ceci étant, maintenant que je m'intéresse au sujet, quand je me repasse le film, je pense que oui, il y a des moments où ça aurait été moins compliqué si j'avais été un homme, en fait. Bon, alors votre point de départ, c'est qu'il y a une trop faible présence des femmes en informatique, que ce soit dans la recherche, l'enseignement ou dans l'industrie, dans l'entreprise. Pourquoi vous considérez, c'est aussi une question que je pose régulièrement quand on parle de la mixité dans le monde numérique, pourquoi vous considérez que ça reste un enjeu majeur ? Alors, ma première réaction, c'est surtout que l'informatique aujourd'hui, c'est un secteur incroyablement prometteur, qui est en pleine croissance, et que je trouve dommage que pour de mauvaises raisons, les jeunes filles ne s'intéressent pas ou ne s'engouffrent pas dans ce domaine. Aujourd'hui, il manque d'ingénieurs en informatique, il manque de développeurs, il y a énormément d'opportunités, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ne pas avoir un environnement qui soit aussi masculin, ça a des conséquences qui sont potentiellement problématiques pour les logiciels eux-mêmes qui sont développés avec certains biais par exemple ou même des devices qui n'ont pas les formes adaptées à des femmes ou ce genre de choses. Donc ça c'est une deuxième raison. Puis la troisième, c'est que je pense que dans un environnement mixte, les choses se passent quand même globalement mieux que dans des environnements qui sont complètement déséquilibrés. Oui, c'est l'apport de la diversité finalement qui nous enrichit tous. Alors vous êtes entré dans la recherche dans les années 70. Vous avez constaté, j'imagine, déjà à l'époque que vous étiez un peu seule en tant que femme. Et ce que j'ai noté, c'est que vous constatez finalement que cet écart de genre, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, il persiste, il est constant et voire même, vous dites dans les amphis, vous voyez que ça s'aggrave dans les amphis, en maths, en physique.
Alors juste, je suis née en 70, donc j'ai commencé la Ah, recherche pardon. plutôt, non, mais il y a aucun problème. J'ai commencé la recherche plutôt dans les années, disons, j'ai commencé ma thèse en 93. Alors effectivement, ça n'a pas beaucoup évolué en termes de proportion. Ça a même un peu diminué par rapport aux années 80 où j'étais pas moi encore étudiante, mais et simplement, c'est pas parce que les femmes il y a eu moins de femmes, mais parce que beaucoup d'hommes se sont engouffrés dans la filière, parce que c'est une filière, encore une fois, qui est en pleine croissance. Et effectivement, les choses n'ont pas encore beaucoup bougé. Ce qui a bougé, en revanche, je trouve, depuis le début, c'est que quand j'étais étudiante, il n'y avait pas beaucoup de femmes en informatique, et finalement, bon, c'est un état de fait. Ensuite, j'ai vu les choses quand même évoluer dans le sens où on commençait à déplorer ce manque de femmes en informatique, et maintenant, on essaie de le résoudre. Ça va très lentement, et on n'y est pas. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience sur le sujet. Oui, c'est ça. En fait, on a peut-être parfois l'impression que ça y est, le travail est fait, mais finalement, ce que vous dites, c'est non, non, on a encore du chemin à parcourir sur cette question. Vous avez aussi été entrepreneuse dans la deep tech. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un monde sexiste? Alors moi particulièrement, j'ai pas encore une fois, j'ai pas eu l'impression d'avoir souffert de ça. Par contre, les statistiques sont assez formelles, hein. Les femmes lèvent moins d'argent. Ouais. Et quand elles lèvent moins souvent, et quand elles lèvent de l'argent, quand elles font des levées de fonds pour leur entreprise, elles lèvent moins d'argent. Et encore une fois, les boards d'investisseurs sont très masculins. Et il est assez montré que dès qu'il y a une femme dans un board, eh bien, finalement, les autres femmes ont plus de chance. Alors, je ne sais pas si j'en ai vraiment souffert, mais effectivement, je pense que les femmes ne représentent pas ce qu'attendent les investisseurs, qui est un homme plutôt jeune d'ailleurs, qui va casser la baraque et voilà, qui a un discours vraiment presque guerrier en fait. Alors, vous employez le terme d'amour compliqué entre les femmes et le numérique. Pourquoi employez-vous ce terme d'amour compliqué? Alors c'est un peu, je dirais, c'est peut-être pas aussi lourd de sens comme vous le pensez, mais bah, parce que quand même l'informatique aujourd'hui, il y a deux aspects. D'abord, l'informatique aujourd'hui, les femmes l'utilisent quasi autant que les hommes. C'est pas du tout quelque chose qui n'est pas dans le sens d'une utilisation qui n'est pas paritaire. Donc, elles jouent en ligne, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, on utilise l'informatique partout. Donc, c'est vrai qu'elles devraient être un peu plus partie prenante. Et puis ensuite, parce qu'en sciences, de manière générale, les femmes sont meilleures, en tout cas au lycée, et qu'après, bah, finalement, elles s'en détournent pour de mauvaises raisons, encore une fois. Alors, d'ailleurs, je disais que votre livre était construit sous forme d'abécédaire. À la lettre Y, on a Y comme YouTube. Et finalement, ce constat que les réseaux sociaux sont plutôt, eux, assez féministes. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup eu d'espoir quand il y a eu les réseaux sociaux, parce que ça a vraiment été un sujet dont les femmes se sont emparées et sur lequel elles sont très actives. Après, je pense que les réseaux sociaux, ça a deux volets, hein. C'est-à-dire que les travers de la société et le sexisme a vraiment euh, s'exprime beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Ceci étant, c'est aussi un super vecteur justement pour les femmes, et on l'a vu avec les différents mouvements plutôt féministes, et puis la libération de la parole, etc. C'est quand même la viralité de l'information sur un réseau social fait que c'est un super moyen de communication et peut-être de sensibilisation à un sujet pareil. Donc, il faudrait passer de la communication à l'action, finalement, hein. C'est un peu ça, aujourd'hui, l'enjeu. Il y a aussi à la lettre R comme rôle modèle. Et là, vous émettez l'hypothèse que ce serait une fausse bonne idée. Alors, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des rôles modèles, mais on a une petite tendance en sciences, comme les femmes ne sont pas très très nombreuses, à donc un rôle modèle, hein, c'est que c'est une espèce d'image, d'icône sur lesquelles, dans lesquelles typiquement les jeunes filles pourraient se reconnaître, qui pourraient les pousser à aller vers l'informatique. Le problème, c'est que comme il n'y a pas eu beaucoup de femmes, alors c'est vrai pour le numérique, mais c'est aussi vrai pour les sciences dures de manière générale, euh, comme les maths et la physique, comme il n'y a pas eu beaucoup de femmes, eh bien on a eu tendance à porter au nu des femmes qui étaient des Marie Curie ou des Sophie Germain, ou des femmes
qui était prix Nobel, etc. Donc ça peut être un peu un problème parce que si les jeunes filles se disent ah oui d'accord, mais pour réussir en sciences il faut être une Marie Curie, bah, ça met la barre un petit peu haut. Donc je pense tout à fait que c'est important d'avoir des rôles modèles, mais qu'il faut qu'ils soient accessibles. Et d'ailleurs, vous ouvrez votre livre à la lettre A comme Ada Lovelace, qui est la première programmeuse, si je devais le dire au féminin. C'est aussi le premier livre d'une nouvelle collection chez Odile Jacob. Il est préfacé par Gérard Berry, qui est aussi un grand informaticien, médaille d'or du CNRS. Alors, il dénonce en fait des incantations stériles. C'est vrai qu'on peut se dire finalement, encore une fois, hein, comment on fait pour passer de la communication à l'action? S'il y avait une chose à faire de manière urgente, ce serait laquelle selon vous? Alors, il y en a plusieurs, hein, c'est parce que je pense qu'on y arrivera avec une combinaison, mais je pense qu'il y a une chose importante à faire et qui est en train de se faire, c'est l'éducation. C'est-à-dire faire en sorte qu'à l'école, tôt, on puisse inciter, en tout cas ne pas freiner les jeunes filles à faire de l'informatique. Et ça commence à être, enfin, disons en tout cas, maintenant, il y a une option informatique et sciences informatiques et numériques au lycée qui a commencé cette année. Et j'espère que, bon, pour le moment, elle souffre encore un petit peu d'idées reçues. Donc, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 10% parmi les étudiants, les élèves qui ont choisi cette information, il n'y a que 10% de jeunes filles. Donc, j'espère que ça va s'améliorer. Mais voilà, mettre l'accent sur sur l'informatique à l'école, faire en sorte que les jeunes filles se rendent compte qu'il n'y a pas besoin d'être un homme pour s'intéresser à cette discipline. Et alors, vous allez même jusqu'à suggérer que parfois des ateliers non mixtes où il n'y aurait que des jeunes filles, ça peut avoir des vertus en fait, les encourager, les décomplexer peut-être vis-à-vis de la compétition avec les garçons. Oui, oui, c'est vrai. Alors, il ne s'agit pas évidemment de revenir à une école qui soit pas mixte, mais c'est clair que je pense que. Enfin, moi, je suis assez pragmatique, hein, donc si les choses fonctionnent, ben, je trouve ça très bien. Et effectivement, j'ai discuté avec des collègues qui sont très actifs au niveau des actions pour les lycéens et surtout les lycéennes. Et les ateliers mixtes, parfois, sont des endroits plus confortables pour les jeunes filles. Elles peuvent plus s'exprimer. Et si ça fonctionne, pourquoi pas? Ouais, tout ce qui fonctionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que votre livre, il fonctionne bien parce qu'on passe de rôle modèle à des actions concrètes, des témoignages. Il y a aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, elle comme loi avec la question de la sursollicitation des femmes. Enfin, voilà, c'est assez complet et je trouve que sa lecture en est simplifiée par cet abécédaire. Donc merci beaucoup Anne-Marie Kermarek, auteure de Merci. Numérique compté avec les femmes qui est paru en février aux éditions Odile Jacob. Alors on change totalement de sujet, c'est l'heure de notre talk sur l'événement annuel mondial autour du mobile, c'est le Mobile World Congress. Donc c'est le mobile qui fait le show en ce moment à Barcelone à l'occasion du MWC 2021. On en parle avec Rémi Giraud, directeur HMD France. HMD, c'est une entreprise finlandaise qui est la détentrice exclusive de la licence de la marque Nokia pour les téléphones, les tablettes et les accessoires. Et avec moi également Baptiste Michel, cofondateur de BAM, un acteur français dans le développement des applications mobiles multiplateformes. Donc vous êtes des experts du mobile. Première question, Rémi Giraud. Je constate l'absence de Nokia sur ce salon MWC 2021, comme celle d'autres d'ailleurs. Exactement. Samsung, Google, Sony non plus n'est pas Exactement. présent. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, c'est un choix délibéré de ne pas assister cette année au Mobile World Congress. La raison est simple. Bon, l'année dernière, ça a été annulé, comme vous le savez, avec le Covid. Là, ça a été reporté. Et compte tenu du contexte mondial, on a pris la décision de ne pas y être. Pour la simple et bonne raison que, premièrement, c'est un investissement colossal. Donc, il faut quand même un retour sur un investissement qui a de moins en moins de... Il y aurait moins de visiteurs, a priori, moins de cette visiteurs, année. moins de visiteurs, moins d'intérêt pour les salons, de manière générale, puisqu'on s'est habitué à du télétravail. Donc, toutes les choses se font maintenant à travers des conférences, à travers des écrans. Et on se rend compte que voilà, l'investissement concernant Ce que vous dites, c'est que ça remet quand même en question ces grands salons mondiaux en Alors, présence. ça remet en question. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années sur la France. Il y a des salons qui existaient et qui ont disparu du jour au lendemain, qui n'ont pas été remplacés. Est-ce que le MWC va continuer sous son format actuel ? J'en doute. J'en ai discuté avec
voilà, des amis qui sont dans le milieu, chez certains concurrents. Et en Là, effet, c'est un format hybride. C'est-à-dire qu'il y a un quand format même des hybride. conférences de grands acteurs qui se font pendant le MWC. Voilà. Ils ne sont pas forcément présents sur place. Ils ne sont pas présents sur place. Et puis les annonces, historiquement, se faisaient au MWC. Et les annonces, maintenant, sont reculées. Je ne vais pas citer le nom de mes concurrents, mais au mois d'août. Samsung, par exemple. Samsung, par exemple, font des annonces qui seront... Donc, Samsung a eu quand même une conférence. D'ailleurs, on va en parler puisque c'était un peu de précision, un peu plus d'informations autour du système d'exploitation pour ces montres connectées. Mais c'est vrai que l'annonce principale, qui était une nouvelle montre, ça, il va falloir attendre sa propre conférence. C'est un peu l'autre problème, je dirais, de ces grands salons, c'est que finalement, les grands acteurs, aujourd'hui, s'emparent eux-mêmes de leur actualité, créent leur propre conférence, leur keynote à la manière d'Apple, et ont moins besoin d'être présents sur ces grands événements. Par exemple, dans votre secteur, qui est le secteur des applis, et donc des OS mobiles, toutes les annonces ont déjà été faites par Google, par Apple, et là par Samsung. Oui, c'est vrai, ils le font traditionnellement lors des Google I.O. ou de leurs propres événements. WWDC pour Apple. WWDC, exactement. Mais en même temps, je trouve que ce nouveau format de conférence est intéressant parce que c'est une voie de développement pour le futur des conférences comme le MWC, de pouvoir faire ce mode hybride où il y a des gens sur place et des gens à distance. Donc d'habitude, ils accueillent 100 000 personnes. Aujourd'hui, ils prévoient plutôt 50 000 sur 3 jours. Mais à côté de ça, le monde entier peut assister assez facilement aux différentes conférences qui sont soumises. Et après, effectivement, ça ventile les annonces des opérateurs, des constructeurs et des acteurs du mobile. L'autre point, c'est aussi que le mobile, il fait moins le show naturellement. C'est-à-dire qu'on est moins en attente d'un nouvel appareil, d'un nouveau form factor. C'est peut-être plus du côté d'ailleurs du logiciel aujourd'hui où ça bouge, ou des accessoires autour de l'univers du smartphone. L'exemple là, de la smartwatch de Samsung et de Google est intéressant parce que ils ont mutualisé leur OS. Oui. Avant, c'était Tizen, côté Samsung. Maintenant, c'est Wear. Oui. Et c'est un OS qui va dans le sens de l'histoire parce que ça va faciliter la vie à des acteurs comme nous, aux développeurs d'applications mobiles. Alors, en quoi ça vous facilite la vie, ça ? Parce que l'UX, donc l'expérience utilisateur, est unifiée. Le code qu'on va pouvoir utiliser entre le smartphone et la montre sera le même. Huawei a fait pareil. Ils ont sorti leur nouvel OS qui s'appelle Harmony et qui est un OS qui permet de développer sur smartphone, sur smartwatch, dans un véhicule connecté en une fois. Et c'est vraiment le sens de l'histoire parce qu'il va falloir être capable d'être très rapide sur l'ensemble des plateformes. Oui, ça veut dire aussi que c'est un monde qui s'unifie encore davantage, alors que il était déjà pas loin d'être monopolistique. C'est un monde qui s'unifie dans les usages. Ensuite, ça va aussi faciliter la vie à des nouveaux entrants parce qu'on va pouvoir utiliser ces plateformes-là pour créer plein de nouveaux services, pour créer plein de nouvelles apps plus vite. Mais après, c'est vrai que les OS, il n'y a pas 1 million de constructeurs et de gens qui sont capables de les mettre en avant. Ça, c'est vrai. Alors, Rémi Giraud, vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années dans le secteur du mobile en tant que notamment directeur commercial de Samsung et LG. Tout à fait. Donc, vous avez vu évoluer ce marché. Ce que je vous dis là sur la baisse d'attente autour des smartphones, ça, vous le constatez. Aujourd'hui, on est sur un marché qui arrive à maturité. On le constate, forcément. Il n'y a plus de rupture technologique en soi. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un seuil technologique où le consommateur a à peu près tout aujourd'hui dans son smartphone. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une rupture ? Plus grand-chose. Voilà, c'est un constat. Alors bien entendu, il va y avoir des annonces qui vont être faites sur des écrans qu'on va pouvoir enrouler, des écrans flexibles, mais ça s'arrête là. Là où il y a une vraie avancée, en effet, c'est sur le réseau, en compatibilité avec les terminaux, en compatibilité avec les chipsets, qui vont permettre une amélioration des services, une amélioration des usages et un développement aussi des usages, que ce soit dans le grand public, mais également dans le B2B.
Alors c'est peut-être là où il reste des choses à faire. Il y a énormément de choses. Sur le marché professionnel. Sur le marché professionnel, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que les marques peuvent s'exprimer sur des sujets très différents. C'est plus pointu. Il y a des offres qui sont plus dédiées, sur lesquelles le B2B est en attente. Donc là, il y a en effet une vraie part d'expression. Il va y avoir des annonces du côté de Nokia là-dessus ? Alors Nokia, oui, on a lancé il y a quelques semaines HMD Enable Pro, qui est un EMM. Donc expliquez-nous ça. Alors voilà, c'est de la prise de mobile, c'est du management de device, management de mobile. Donc c'est de la prise en charge de mobile pour, en effet, accéder à un certain nombre d'informations sur mobile, soit pour le brider, pour que l'entreprise ne donne pas accès à certaines fonctionnalités, comme certaines applications qui sont dangereuses, puisqu'elles peuvent être piratées. Donc là, on parle de la cyberattaque. Donc il y a plein de sujets autour de la cyberattaque qui sont liés au mobile. Ça fait partie des grandes attentes aujourd'hui des utilisateurs. Il y a énormément la cybersécurité sur mobile. Alors les entreprises sont très sensibilisées, donc les entreprises du CAC 40 sont bien entendu très sensibilisées. Les PME un peu moins, parce que moins de ressources en DSI pour pouvoir adresser ces sujets-là. Mais quoi qu'il en soit, donc des marques comme HMD Nokia, en effet, développent ces services. Donc en effet, pour répondre à votre question, il y a beaucoup moins d'innovation. Les attentes sont très différentes. Il y a des attentes aussi qui sont apparues à travers la consommation de manière générale. Les gens veulent garder leur mobile plus longtemps, ils sont plus responsables, ils vont vers des sujets d'éco-responsabilité. On parle beaucoup de RSE, réparabilité. De réparabilité, exactement. Il y a une exigence qui s'est mise sur le marché et les constructeurs doivent répondre à ces exigences. On parle beaucoup de RSE, responsabilité sociale et environnementale. Environnementale. On doit s'adapter à ça en répondant précisément. Bon, il y a quand même un sujet qui fait l'événement, c'est la 5G. C'est la rupture technologique. Alors, on est un petit peu à la traîne en Europe. La 5G... Est-ce grave ? Parce que pour l'instant, les usages, on ne les a pas vraiment vus. Non, certes, mais ça met du temps à se mettre en place. Ceci étant dit, ça se développe très très vite aux États-Unis et en Chine. Donc, il va falloir y aller. Surtout que c'est un peu comme... c'est un peu la nouvelle électricité. C'est une innovation qui peut en amener plein d'autres, et notamment dans l'industrie. Aujourd'hui, ce qui freine beaucoup, c'est la sécurité. Comment on va faire pour sécuriser l'ensemble de ces devices qui seront connectés ? Et on ne sait pas forcément très bien le faire aujourd'hui. Il y a 300 000, c'est un des chiffres. Parce qu'il faut quand même rappeler que quand on a parlé au départ de la 5G, c'était l'idée qu'on était plus que sur une évolution avec des smartphones qui se connectent plus vite au réseau. On était plus sur la vie dans un monde où tout est connecté. On nous parlait de la ville connectée, des routes. Ouais. Enfin bon, on en est loin. Aujourd'hui, on ne les a pas vus du tout arriver, ces usages. On n'est même pas encore à la vraie 5G. Là, ce qui a été dit, c'est que cette vraie 5G, elle commencerait à être expérimentée en 2023. Exactement. Oui, c'est ça. La 5G standalone, qui offre un débit qui serait vraiment, vraiment supérieur à la 4G aujourd'hui, c'est plutôt 2023. Mais c'est pour ça que... Mais c'est déjà un sujet de préoccupation aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, par exemple ? C'est un sujet qu'on regarde de très près parce que ça va apporter des nouveaux usages pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises. Ouais. Et donc à nous d'être capables aussi de nous adapter dans les produits qu'on va développer avec eux, de les conseiller pour être capable de mettre en pratique ces usages et de les porter sur le marché. Alors Rémi Giraud, je vous vois opiner du chef. Pourquoi oui pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'elles vont faire de plus avec cette 5G ? En fait, on parle d'application métier. Donc l'entreprise est bien la cible. On pourrait parler du monde médical, on pourrait parler des médias, on pourrait parler de l'automobile. Donc la 5G va permettre d'assister tous les services liés à on pourrait parler d'hospitalisation à distance via la 5G. Alors moi, ça m'interroge beaucoup, ça, parce que finalement, on a lancé la 5G auprès du grand public qui ne sait pas trop quoi en faire et qui même s'inquiète parfois. Oui. Alors qu'en vrai, j'imagine, en tout cas à chaque fois que j'en parle autour de moi, la 5G, c'est un sujet industriel. C'est là où il va y avoir vraiment des ruptures. Pourquoi on n'a pas démarré avec l'industrie ? Il y a des sujets qui sont menés en ce moment, des expérimentations qui sont menées beaucoup d'ailleurs dans des CHU à Toulouse et à Rennes, par exemple, qui sont en train d'expérimenter la 5G. Donc ça leur permet quoi ? Ça leur permet d'avoir des données sur les patients de manière beaucoup plus rapide, lorsque les patients sont en transfert notamment. Il y a des cas d'usage aussi en test dans des usines
Alors, un des exemples, c'est comment on fait pour automatiser et robotiser une usine avec des gains de productivité qui sont beaucoup plus importants. Donc, on entend moins parler parce qu'on est au début et qu'on est en train de tester, et que c'est vrai que le réseau de 5G standalone sera vraiment opérationnel en 2023, donc on est vraiment encore au tout début. Mais oui, c'est le moment d'expérimenter ce qu'on pourra faire pour qu'en 2023, ça marche vraiment. Puis ce qui va accompagner aussi l'essor de la 5G, c'est des nouveaux processeurs qui vont arriver dans les smartphones plus puissants. On a eu une annonce de Qualcomm avec Snapdragon 888+. Donc, ça peut faire bouger le marché, ça aussi Alors oui, il y a deux choses. En effet, il y a le taux d'équipement, c'est-à-dire dans le grand public, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la 5G n'est pas complètement implantée, c'est-à-dire que le taux d'équipement n'est pas encore abouti. Oui. Les marques font passer leur gamme de 4G à 5G. Les opérateurs achètent de la 5G, mais ça se fait de manière lente. C'est pour ça que l'aboutissement 2023, ça me semble tout à fait logique. Donc il y a ce premier point qui est important. Donc, mais sur la partie puissance de processeur, est-ce qu'on va voir arriver des nouveaux smartphones ce sont déjà des ordinateurs, on fait déjà tout avec. Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain ? Il y a des annonces, donc il y a beaucoup de constructeurs qui sont emparés de ce nouveau chipset qui va permettre en effet une meilleure utilisation, comme je le disais, des mobiles. Donc ça c'est une réalité de demain. Ça, c'est des annonces qui vont être faites au MWC. Oui. Mais ça va changer le smartphone ? On va avoir un nouveau type de smartphone arriver ? Non, pas particulièrement. C'est-à-dire que le design, le hardware va rester le même, mais c'est l'expérience utilisateur. Quand vous allez vous connecter, vous allez avoir un débit supérieur à la 4G, donc vous allez avoir un usage bien plus confortable. Mais le consommateur grand public, aujourd'hui, tout le monde le dit, je ne suis pas le seul à le dire, il n'y a pas une rupture, une fois de plus. C'est certain. La rupture, on va plus l'avoir sur le B2B, sur les applications métiers dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc on va pouvoir faire tourner des applications métiers beaucoup plus exigeantes sur les smartphones grâce à ces nouvelles puces. Exactement. Oui. On va pouvoir aussi, je pense, voir l'essor de technologies dont on parle depuis un petit bout de temps, mais qu'on voit peu, en tout cas, dans le B2B, qui sont la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui va être rendu possible par la 5G parce que la latence sera plus basse, et la puissance plus importante. Donc, je ne sais pas si les smartphones vont vraiment évoluer dans leur forme, mais par contre, dans leur puissance, c'est certain. Et donc, ce qu'on va pouvoir en faire sera décuplé. On a autre chose, c'est l'enjeu de la connectivité avec les constellations de satellites. Ça aussi, ça va faire l'événement, ça va occuper une partie du Mobile World Congress, non ? Et on va voir ce que va dire Elon Musk, je crois que c'est ce soir, sur Starlink. Ce que je trouve intéressant sur la connectivité, c'est un des points qui a été relevé hier lors d'une conférence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet d'accès à la donnée, mais la réalité, c'est que 85% de la population mondiale est à portée d'un réseau. Et donc le sujet est beaucoup lié à l'éducation, comment on fait pour apprendre à utiliser les appareils numériques, et à l'accès aussi à des smartphones moins chers. Donc la connectivité d'un point de vue technique, et Starlink comme ce que faisait Google sur Loon est un projet qui est extraordinaire. Mais ces autres pendants, l'éducation et l'accès aux appareils est aussi crucial. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas grand monde dessus, c'est ça ce que vous dites ? Il n'y a pas grand monde dessus. Il y a quand même des OS qui se développent, notamment un OS qui s'appelle KaiOS et qui permet de faire tourner des applications sur des devices qui sont très peu chers et qui permettent ça, de développer ça. Mais c'est un vrai sujet, ouais. Il y a quand même des lignes qui bougent au niveau business, avec l'arrivée des constellations d'Elon Musk, entre autres, mais aussi sur le réseau. On a vu que les sanctions américaines ont rendu la vie compliquée à certains équipementiers, notamment sur la 5G. Mais alors, le marché ayant horreur du vide, ça se réorganise et on voit apparaître finalement des nouveaux acteurs d'équipements, de réseaux. On travaille beaucoup plus avec des solutions dans le cloud. Finalement, je vous dis ça parce que finalement, est-ce que l'événement du Mobile World Congress, il n'est pas beaucoup plus pour la profession aujourd'hui que pour le grand public ? Alors déjà, il y a une approche assez géostratégique du mobile. On s'en rend compte, c'est devenu un sujet politique. C'est vrai. L'effet annonce de Huawei, notamment par Trump, a été un tremblement de terre, un tsunami pour la marque.
Et je pense que ça va continuer. En effet, il y a eu des blacklists qui ont été nommées, d'autres ont tremblé. Ça n'a pas été, on va dire, concrétisé. Mais voilà, il y a de plus en plus une intervention des gouvernements sur le sujet, puisque c'est devenu la data. La data, et c'est un sujet qui est traité tous les jours, c'est-à-dire qui la possède et comment on l'utilise. Et c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui est très concerné, de plus en plus, même si les jeunes de génération, on va dire, 10-20 ans, n'ont pas tout à fait ça en tête. Voilà, donc il y a une accaparation de ce sujet au niveau politique. Est-ce que les lignes vont bouger, d'après vous, côté business ? Je pense qu'elles sont déjà en train de bouger. Dans le monde des opérateurs, par exemple, aujourd'hui, au MWC, un des acteurs les plus présents, c'est AWS. Oui, c'est vrai. Ce qui est quand même quelque Amazon, chose d'Amazon, donc Amazon qui est leader dans le cloud. Et c'est eux et Google et Facebook qui font partie des gens qui sont aujourd'hui capables d'investir pour déployer des câbles sous-marins. Oui. Donc c'est quand même un énorme changement. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait besoin des opérateurs pour déployer ces câbles sous-marins qui font transiter l'ensemble des communications d'Internet. Et là, on s'aperçoit que ce sont les GAFAM qui sont en train d'installer ces câbles. Qui rentrent dans la danse. Ouais. Et ensuite, les opérateurs vont investir 900 milliards d'ici 2025, notamment dans la 5G. Donc ça rebat les cartes. Mais ceci étant dit, la question c'est mais comment on peut aussi réguler ça, gérer ça, parce que la lutte n'est pas forcément équitable entre un Orange en France et un AWS qui va utiliser les réseaux d'Orange sans pour autant les financer lui-même. Donc ça sera intéressant de regarder ce qui va... Une nouvelle guerre économique et, c'est vrai, géopolitique. Géopolitique. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Rémi Giraud, je rappelle que vous êtes directeur HMD France Nokia, et Baptiste Michel, cofondateur de BAM. Juste après la pause, on va dans le monde de la data, on reste dans ce monde de la data et on va s'intéresser aux cookies ou à la naissance d'une nouvelle économie du consentement. Smartech, ça continue, on est de retour en plateau pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Et aujourd'hui, c'est Carole Chartier-Djelaïbia qui est avec moi, secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Bonjour Carole. Bonjour Delphine. Alors ces derniers mois, on a assisté à un durcissement des règles liées au traçage publicitaire sur Internet. Désormais, l'internaute est soumis à une demande de consentement pour pouvoir suivre son comportement sur Internet, ou alors on lui propose autre chose. Alors comment ces pratiques ont modifié le fonctionnement d'Internet selon vous, ces pratiques de bannière de consentement qui arrivent systématiquement quand on se connecte sur un site ? En fait, pour vous répondre à cette question, moi je vous propose de remonter un petit peu dans le temps, si vous voulez, quelques années en arrière, à l'époque où le fonctionnement d'Internet n'était pas vraiment transparent pour la plupart des utilisateurs, des internautes. C'est vrai que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il est vrai que l'avènement d'Internet a été une révolution en ce sens que ça a permis au plus grand nombre d'accéder à des contenus de plus en plus vastes, et ce gratuitement, enfin moyennement le paiement de l'abonnement. Mais c'est vrai que pendant de longues années, cette gratuité, elle n'a pas été interrogée. Donc, comme chacun le sait, la principale source de revenus et de financement d'Internet, c'est la publicité et donc les fameux cookies. Donc, ça signifie que lorsque vous consultez un site Internet, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, le site que vous consultez va déposer un petit fichier, donc c'est ce qu'on appelle un cookie, et ce cookie va permettre de suivre votre comportement, de suivre vos habitudes, et donc de dresser un profil marketing qui définit vos habitudes et vos préférences, et donc de vous proposer de la publicité ciblée. Et pendant très longtemps, c'est vrai que ces pratiques étaient totalement opaques pour l'internaute. Heureusement, donc ça a changé. On est allé vers un modèle plus transparent. Voilà, tout à fait. Donc en France, il a fallu attendre quand même 2013 pour que la CNIL adopte des premières recommandations en la matière. Et ce n'est vraiment qu'avec l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD, que les exigences en matière de consentement en général, mais particulièrement en matière de cookies, ont été renforcées. Donc désormais, les règles de consentement sont assez claires. Le simple fait de poursuivre la navigation sur un site ne peut plus être considéré comme un consentement de l'internaute. Donc il faut qu'il y ait vraiment
un acte positif clair. Donc, c'est par exemple cliquer sur une bannière cookie sur le bouton « J'accepte ». Il faut également être en mesure de refuser les cookies, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'on a vu fleurir maintenant les boutons « J'accepte » ou « Je refuse ». Et les utilisateurs doivent aussi être en mesure de retirer leur consentement facilement et à tout moment. Donc ces nouvelles règles, elles s'imposent à tous les acteurs d'Internet et bien entendu également aux géants d'Internet, les fameux GAFAM, qui doivent eux aussi donc, se mettre en conformité. Apple a joué le jeu récemment et depuis avril dernier, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus être utilisés, donc ne peuvent plus être pistés à des fins publicitaires sans que leur consentement n'ait préalablement été recueilli. Et Apple en a fait un cheval de bataille. Exactement. Mais quand on voit les résultats, c'est vrai que cela 11 à 12% des utilisateurs ont consenti à cet usage. Et aux États-Unis, le refus est encore plus grand, puisque c'est 96% des utilisateurs qui ont refusé qu'on utilise leurs données pour être pissés sur Internet. Et donc cette baisse drastique du consentement vis-à-vis des cookies et du traçage, ça génère un nouveau modèle économique d'Internet. Tout à fait, on assiste déjà à des changements et je pense qu'on doit assister à des changements encore dans le futur, des changements assez importants. Déjà, dès janvier dernier, Google a annoncé qu'il a travaillé à un nouveau modèle, une nouvelle norme de publicité qui ne serait plus basée sur les cookies. En fait, il s'agirait de toujours pister les utilisateurs, bien entendu, parce que c'est le but, mais de façon anonyme, sans avoir recours à des cookies ou à des données personnelles. Mais a priori, à ce stade, il subsiste encore des doutes sur la conformité de ce système avec les règles européennes de protection des données, donc affaire à suivre. Mais récemment, on a pu observer quand même une nouvelle tendance qui est un petit peu, disons, particulière, c'est que les entreprises, donc certaines entreprises comme Facebook ou Vinted, elles ont envoyé des notifications à leurs utilisateurs en disant, attention, si jamais le nombre d'acceptations cookies baisse trop, le service deviendra payant. Et d'autres sites, eux, ont franchi le pas et donc désormais vous proposent de faire un choix, soit consentir à la collecte et à l'utilisation des cookies, soit prendre un abonnement. Donc c'est vrai que cette nouvelle pratique, elle a au moins le mérite de faire cesser la fausse croyance selon laquelle Internet est gratuit, puisque désormais chacun dispose d'un choix, donc soit payer l'accès au service en monnaie sonnante et trébuchante, soit en échange de l'utilisation de ces données. Mais c'est vrai que quelle que soit l'option choisie, on voit qu'il y a toujours bien une contrepartie. On peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, cette évolution, elle comporte quand même un bémol, en ce sens que la monétisation des données a tendance à faire rentrer les données à caractère personnel dans le domaine des biens marchands, alors qu'en Europe, ces dernières sont plutôt envisagées sous l'angle des libertés individuelles, des libertés fondamentales. Donc on change quand même de paradigme. On épouse le modèle américain finalement. C'est un peu ça. Et on peut se demander en fait s'il est vraiment souhaitable de quelque part vendre une part de nous-mêmes, parce que nos données c'est quand même éminemment personnel comme leur nom l'indique, et ça donne quand même des informations sur nous-mêmes, sur notre personne. Donc est-il vraiment souhaitable de vendre une part de nous-mêmes juste pour accéder à du contenu sur Internet? On peut se demander si le jeu en vaut bien la chandelle. Et alors quelles seraient les solutions selon vous? Eh bien moi face à ça, je pense qu'il est primordial de remettre la personne au centre de ces pratiques. Parce que si vous voulez, je pense qu'on risque à terme d'arriver à un Internet à deux vitesses. Des personnes donc plus défavorisées, plus vulnérables, moins bien informées, qui, elles, consentiraient au dépôt des cookies avec les risques que cela peut comporter parfois. Et d'autres personnes mieux informées qui, elles, soit se passeraient de l'information, soit seraient prêtes à payer. Et donc, moi, je pense qu'il est primordial de remettre la personne au centre des pratiques. C'est d'ailleurs la philosophie que sous-tend le GDPR. Et c'est vrai qu'il faudrait en appliquer pleinement les principes plutôt que de chercher à les contourner. Parce qu'actuellement, on est un peu dans un paradoxe, en fait. L'application du GDPR fait qu'on va vers un modèle plutôt américain, comme vous le disiez. Donc, il faudrait d'abord faire des progrès en matière d'information et d'éducation des personnes. Et puis également, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transparence quant à l'usage qui va être fait des données. Une utilisation beaucoup plus responsable et parfois aussi minimaliste. On n'a pas besoin de pléthore de données pour rendre un service. Et on pourrait également inventer des pratiques alternatives. Mais surtout, il faudrait faire en sorte que l'internaute soit en mesure de faire un véritable choix, éclairé, redonner confiance aux utilisateurs en adoptant des pratiques éthiques, véritablement respectueuses des personnes, de leurs intérêts et leur vie privée. Que vous soyez entendus. Merci Carole Charpie-Djelaïbia. Merci beaucoup pour ces éclairages sur le monde de la donnée et la pratique du consentement. À suivre, on va découvrir un nouveau robot qui roule.
Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un robot qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Bah oui, on plonge quasiment dans Star Wars. Vous vous rappelez ce robot qui s'appelle BB-8, vous savez, qui roule comme ça. Tout le monde voulait avoir ce robot téléguidé après la sortie du film. Eh bien, le Japon aussi, il va avoir un robot du même genre. Et c'est pour ça que l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, la JAXA précisément, a annoncé le prochain lancement d'un petit robot sphérique. Elle veut l'envoyer dans l'espace, elle aussi, mais précisément sur la Lune. Alors ce projet, ce sera un projet commun entre la JAXA et les géants technologiques japonais. Donc il y a Tomy, Sony et il y a aussi l'université de Doshisha. Alors par exemple, pour Sony, c'est la seule info qu'on a du côté de ces acteurs technologiques. Ils ont développé un système de contrôle connu qui utilise S-Présence. C'est une carte processeur de détection intelligente, compacte et à la fois économe en énergie, destinée principalement à l'IoT. Et c'est ça qui est particulièrement innovant, ce robot ? Mais pas seulement, en fait. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui m'intéressent ici avec cette technologie. Et la première, avant tout, ce sont ses dimensions. Parce que ce robot, il est minuscule. Il fait à peu près la taille d'une balle de baseball. Précisément 80 mm de diamètre pour seulement 250 grammes. Un robot ultra compact, en forme sphérique et silagé. C'est une véritable aubaine pour le secteur spatial parce que le gain de place, évidemment, c'est un objet de réflexion quotidien dans ce secteur. On en a souvent parlé ensemble ici. Il faut optimiser la place disponible dans une fusée. Il faut réduire le poids dans une fusée. Plus une charge est lourde, plus elle a besoin de carburant. Bref, d'une façon ou d'une autre, cette technologie, une technologie miniature et compacte, pourra réduire les coûts financiers. Et puis, il y a aussi un point intéressant là-dedans, c'est l'agilité dans cette technologie. Même si elle est ultra compacte, ce robot, il est capable de changer de forme. Une fois arrivé sur la Lune, il pourra prendre une autre forme et toujours s'y déplacer. C'est-à-dire qu'il pourra être à la fois sphérique et plus ou moins cylindrique. C'est-à-dire qu'il va ouvrir ces deux côtés de la sphère comme ça. On comprend à peu près que les deux modes pourront avancer. Alors évidemment, c'est un nouveau défi technologique. La surface de la Lune n'est pas lisse. Il y a beaucoup d'obstacles. Là encore, on a hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas vu d'image pour l'instant. Mais si ce défi est relevé, ça veut dire, comme beaucoup de missions vont arriver dans les prochaines années sur la Lune, ça veut dire qu'on aura les moyens technologiques et peut-être pas très chers d'envoyer peut-être tout un réseau de caméras pour surveiller les missions qui se passent là-haut. Alors justement, quelle sera sa mission là-haut ? C'est ça, filmer. Il n'y aura pas de prise d'échantillon. Là, la première aujourd'hui, ce sera d'aller faire une cartographie des lieux et surtout d'analyser le régolithe. On en a déjà parlé ensemble, hein, vous vous rappelez, ce petit échantillon de poussière lunaire, exactement. Donc là, il va aller analyser le régolithe pour préparer la prochaine mission de la JAXA qui est en 2029 et qui va consister, elle, à envoyer de nouveau un rover, mais cette fois pressurisé et habité sur la Lune. Donc là, on va vérifier un petit peu le sol. En 2029, la JAXA enverra des hommes et on a hâte de voir le lancement de cette petite boule en 2022. Merci beaucoup, Cécilia Siri. C'est presque la chronique dans l'espace aujourd'hui. Presque, c'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.